Alors bonjour à vous, aujourd'hui nous allons parler du mythe d'Andromède. Puisque vous avez probablement compris que dans mes vidéos je décline une approche de la psychanalyse via la mythologie grecque, et que l'occasion est là d'aborder le sujet. Alors il faut partir du principe, c'est une vision personnelle sur la mythologie grecque, mais que les dieux grecs sont la perfection et que les humains, bien souvent, essayent de se confronter aux dieux, mais étant imparfaits, sont remis à leur place. Et vous allez voir que dans l'histoire d'Andromède, c'est typiquement le cas, avec une mère qui poursuit son ambition au travers de sa fille. Hein, donc Andromède est la fille en question. Et en conséquence de quoi, les dieux condamnent cette fille qui poursuit l'ego de sa mère, la vanité de sa mère, on peut dire. Andromède est sacrifiée, c'est-à-dire enchaînée à un rocher et condamnée à être, si vous voulez, dévorée par un monstre marin. Dans le symbolisme grec, Poséidon, le dieu de la mer, symbolise le ça, hein, c'est-à-dire l'inconscient et la partie de l'humanité prise, si vous voulez, dans un courant sans en être conscient. Donc le monstre marin symbolise, si vous voulez, les tourments, le chaos euh, de la personne qui est prise, si vous voulez, parce que Andromède, qui poursuit l'ambition de sa mère, qui a le front, si vous voulez, de se prétendre l'égal des dieux, n'est pas consciente que elle est prise, si vous voulez, dans un rôle qui la cantonne à prolonger la vanité de sa mère. Et évidemment, l'humain étant aveugle, hein, on peut dire, le ça prend le dessus quand les gens ne sont pas conscients. Hein. C'est-à-dire que les gens sont victimes de leur propre vanité et des tourments que cela induit. Mais c'est pas négatif, hein, l'histoire d'Andromède, puisqu'il y a un héros qui s'appelle Persée et qui va sauver Andromède, hein, du monstre marin. Et Persée n'est pas n'importe quel héros dans la mythologie grecque, même si c'est pas un héros complètement parfait. Persée, c'est celui qui euh, surmonte la méduse. Hein. La méduse, c'est la superficialité, si vous voulez. Et donc, l'intérêt, c'est, parce que là, vous savez que moi, je parle de transmission intergénérationnelle, de secrets de famille. Hein. On sait que la mythologie grecque aborde le mythe de Chronos avec les nouvelles générations dont Zeus est le chef de file, qui s'extrait, si vous voulez, des anciennes, et donc Chronos est le représentant, hein, Chronos qui mange ses enfants. Et bien là, on a Andromède qui est pris, si vous voulez, dans puisqu'elle prolonge la vanité de sa mère, elle est mangée par Chronos quelque part, version sa mère, ça pourrait être, pour le dire, les anciennes générations du côté des filles là, hein, qui prédatent les nouvelles. Hein. Donc Andromède est prise, si vous voulez, dans le tourment du ça, c'est-à-dire dans le rôle de la façade que lui fait jouer sa mère, c'est-à-dire l'ambition et l'ego de sa mère. Et alors que ça aurait pu la perdre, il y a le sursaut de lucidité que représente Persée et qui va la délivrer, si vous voulez. Parce que Persée surmonte la méduse, c'est-à-dire qu'il décapite la, la, une espèce d'entité avec des serpents dans la tête. Dans la mythologie grecque, tout n'est que symbole. Les serpents, c'est l'aspect reptilien. Donc, c'est l'aspect réfractaire à l'émancipation. Donc, le fait de couper Méduse, la tête de Méduse, et d'utiliser sa tête pour défaire ses adversaires, ça n'est que la manifestation pour une personne avec une volonté particulière de surmonter la superficialité collective, hein, parce que Persée, quand il décapite la méduse, en fait, il surmonte l'aspect reptilien réfractaire superficiel de l'humanité, si vous voulez. Et le fait qu'il utilise la tête de méduse pour pétrifier les autres, c'est qu'en fait,
il observe que les autres sont superficiels et donc il peut plus être battu par les gens qui l'agressent, si vous voulez. Ça, c'est le héros grec Persée. Et donc, ce que fait Persée, c'est qu'il délivre Andromède, si vous voulez, de la superficialité de sa mère, vous voyez. Et donc, il la coupe de la transmission intergénérationnelle dégradante. Parce qu'on peut avoir une transmission intergénérationnelle bénéfique. On peut avoir des valeurs transmises par les anciennes générations. Mais là, en l'occurrence, on voit que la mère et la fille, hein, la mère d'Andromède et sa fille sont remis à leur place par les dieux. La seule chose, c'est que la fille n'est pas responsable non plus complètement des travers de sa mère. Donc, il y a de produit un sursaut de lucidité qui désenchaîne Andromède du rocher. Hein. Le rocher, c'est le matérialisme, le bloc. Hein. Souvent, on jette des cailloux, si vous voulez. Ça veut dire on a une colère induite et chacun se jette sans... Bon, là, Andromède est sauvé de tout cet aspect-là. Parce que quand on est pris, si vous voulez, à porter l'ambition de sa mère, on porte une violence et une colère, puisqu'en général, l'ambition et l'ego des anciennes générations, là particulièrement, ce qui cadre avec le mythe d'Andromède, c'est que chacun, si vous voulez, a un rapport conflictuel au monde. Et c'est le niveau relatif du conflit au monde, c'est l'ambition, si vous voulez. Donc, le fait d'enlever les chaînes qui attachent Andromède à ce rocher, c'est enlever, si vous voulez, le conflit qu'Andromède a assumé au monde par rapport elle assume à la place de sa mère le conflit de sa mère, si vous voulez. Donc le rocher, la pétrification, et puis aussi le conflit, puisque jeter des cailloux. Donc le caillou symbolise, si vous voulez, chacun a pris, si vous voulez, chacun a payé du rapport intergénérationnel, chacun a pâti du rapport intergénérationnel. Et le fait de se lancer dans la compétition, de jeter le caillou, c'est que chacun jette, si vous voulez, sa colère. Et de désenchaîner, si vous voulez, Andromède de ça, c'est de sortir cette fille de l'ambition de sa mère et du rôle de façade que ça lui fait jouer, mais aussi de la colère que porte sa mère. Donc, Persée est véritablement le héros qui sauve Andromède de la superficialité, du chaos, du ça, si vous voulez. Bon, l'évolution part du plus vulgaire pour aller au plus subtil. Hein. C'est pas compliqué. Vous observez une méduse. Une méduse est une forme de vie primitive. Elle n'a pas d'yeux et en général, elle se contente de suivre les courants. Hein. Elle a un filament urticant pour piéger ce qui aurait par inadvertance le malheur de passer à proximité. Mais enfin, si on compare au poisson, le poisson est une forme plus évoluée avec des yeux et qui est capable de se diriger où un peu plus où il le décide, si vous voulez. On est quand même dans le relatif au niveau d'une masse salée, plutôt vulgaire, que la mer représente. Et l'évolution tente à faire que la vie s'extrait de ça, si vous voulez, pour aller vers l'air, hein, dehors, si vous voulez. L'évolution suit ça. Et l'humanité fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que si vous observez les étages du cerveau avec l'aspect reptilien et puis le cortex qui est le siège mental, pour aller vers le spirituel, si vous voulez, hein, c'est-à-dire l'ésotérique pour le moment, on a exactement le même, la même caractéristique d'évolution, si vous voulez. Et vous remarquez que l'utilisation de l'observation des phénomènes naturels pour y médier un rapport intergénérationnel est totalement compris dans la mythologie grecque, mais aussi dans les autres cultures. Parce que si on utilise la symbolique de l'animalité pour expliquer son rapport au monde, sachant que l'humain est découplé de l'animal, ça veut dire que dans la symbolique, on n'est pas détaché d'un rapport primitif qui a trait à un confinement matérialiste prononcé. Et les cultures ne sont pas toutes sur le même plan à ce niveau-là. L'expression linguistique, notamment, en dit beaucoup. Expliquer qu'on a, par le principe émancipateur de Zeus, le positivisme gréco-romain.
hein, où Zeus refuse la pétrification relative à la transmission intergénérationnelle. La transmission intergénérationnelle n'est pas quelque chose qui est définitivement ancré dans le négatif. On peut transmettre des valeurs. Mais nous, on parle de l'aspect négatif, c'est-à-dire le fait que l'humanité qui poursuit la vanité des anciennes générations est pétrifiée dans le monde de l'argile et l'illusion du monde matérialiste, trompeur, si vous voulez. Hein. Et ça renvoie au mythe de la caverne. Mais ça renvoie aussi à un autre mythe, le mythe d'Icare. C'est-à-dire que quand on veut aller vers le ciel sans avoir fait le travail en amont et qu'on confond le monde matérialiste avec l'émancipation spirituelle, eh bien on se brûle les ailes. Et de la même manière que dans le mythe d'Andromède, on est sanctionné, eh bien, dans la réalité du monde contemporain, c'est la même chose. Parce que s'il y a bien une civilisation qui porte cette illusion, c'est le monde anglo-saxon qui se complaît dans le culte de la façade et le culte de la science. Car la science est bien l'apanage de la culture anglo-saxonne. Moi, j'appelle ça la civilisation anglo-saxonne. Et on le comprend en comparant la mythologie nordique à la mythologie grecque, puisque Odin, lui, au lieu de s'émanciper en gardant son originalité comme Zeus des anciennes générations, lui, il fait l'erreur de troquer un de ses yeux contre la science, qu'il diminue, et ce qui fait qu'il est broyé dans la lutte finale contre les forces matérialistes par les mâchoires du loup Fenrir, qui est la symbolique du chien enragé, chien primitif enragé. Enfin, oui, parce que le chien est plus évolué que le loup, qui est un aspect primitif, si vous voulez. Bah oui, il y a aussi un ordre. Hein, cet aspect plus superficiel de la culture anglo-saxonne se traduit également dans leur rapport linguistique aux choses. Car regardez, on utilise dans le mythe de Méduse l'observation du phénomène réel de ce qu'est la méduse par rapport au monde marin. On utilise ce phénomène-là pour expliquer le rapport qui bloque les gens dans la superficialité. La méduse, en plus de ce rapport pétrifiant qui bloque les gens, a des cheveux, si vous voulez, reptiliens. C'est-à-dire que l'ego narcissique archaïque, l'aspect archaïque de l'être humain, le matérialisme, trafique probablement, c'est-à-dire l'influence du cerveau reptilien sur le cortex, trafique le discours au profit d'une complaisance archaïque matérialiste, si vous voulez. C'est ça toute la duplicité de Méduse, qui pétrifie l'homme donc dans le monde de la vanité. Et toute la lutte de l'homme consiste à s'extirper de cette imposture pour aller vers le spirituel et pouvoir exprimer l'âme, si vous voulez, au lieu de s'agiter dans l'argile au profit d'un ego narcissique et complexé qui dupe son monde par l'incapacité de cerner le ça. Hein, c'est pour ça que les dieux punissent la mère d'Andromède en bloquant sa fille et en la condamnant à être mangée par un monstre marin, si vous voulez. C'est le ça non maîtrisé. Eh bien, chez les anglo-saxons, l'observation du monde fait que le rapport à la méduse et au poisson n'est pas le même que dans la culture gréco-romaine. Puisque si chez les gréco-romains, on ne fait pas l'erreur de confondre la méduse et le poisson, chez les anglo-saxons, chez les nordiques, si vous voulez, on induit que la méduse est une forme de poisson, hein, parce que jellyfish en anglais, ça veut dire poisson gélatine. Si on utilise l'observation du monde animal pour y médier son rapport au monde, le fait de ne pas être capable de faire la scission entre un poisson qui est à l'aise comme un poisson dans l'eau, c'est bien la manifestation du fait d'utiliser le monde animal pour y médier son propre rapport au monde. Donc si chez les gréco-romains et les cultures chrétiennes qui donneront le catholicisme et l'orthodoxie, on ne fait pas l'erreur de confondre la méduse et le poisson, si vous voulez, c'est qu'il y a un rapport plus subtil au niveau de l'émancipation. Par contre, dans la culture anglo-saxonne, mue par l'aspect nordique défaitiste, qui va induire le truchement des autres courants, hein, c'est-à-dire que le protestantisme va trafiquer le catholicisme et l'orthodoxie pour les superficialiser dans des normes consuméristes standardisées, si vous voulez. Le fait que dans le monde anglo-saxon, on confonde la méduse comme un genre de poisson
induit un rapport plus superficiel au monde. On n'a jamais dit être à l'aise comme une méduse dans l'eau, si vous voulez. Par contre, eux, le fait de dire que la méduse est une forme de poisson fait qu'on ne peut plus être à l'aise comme un poisson dans l'eau si une classification du poisson induit la superficialité de la méduse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est rapport dans l'observation au monde et à la médiation de cette observation dans son rapport émancipatif, si vous voulez. Et le fait que ce monde-là, qui se complaît dans le culte de la science, induit les autres en erreur, dans la vanité et l'illusion du monde de l'argile, est toujours sanctionné, comme dans la mythologie grecque, par un rappel à l'ordre. Le mythe d'Icare correspond tout à fait à notre mode contemporain, où on prétend aller vers le ciel sans en avoir les attributs, si vous voulez. Alors, on voit bien qu'Andromède est sauvé par un héros qui a les caractéristiques et les attributs de Zeus. Mais si on tente à effacer l'héritage de la mythologie gréco-romaine et l'aspect émancipateur contenu dans la chrétienté, le mythe du Christ, au profit d'un négationnisme spirituel et d'un révisionnisme qui tente à faire passer des cultures plus superficielles pour le progrès, alors les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est-à-dire que des cultures qui tentent à aller vers le ciel en étant de plus en plus superficielles retomberont de haut, si vous voulez. Et ça, c'est la réalité. C'est pourquoi il ne faut pas prendre les mythes de la Grèce antique de haut, car en réalité, elles permettent d'avoir des clés de lecture pour s'en sortir et s'extirper, si vous voulez, de l'illusion de la vanité du culte de la science, porté par la superficialité du monde anglo-saxon qui, par le défaitisme nordique, si vous voulez, induit d'être moins émancipé dans le fond que le principe contenu par Zeus dans la mythologie grecque. Alors, on a défini, si vous voulez, les principes de l'évolution en partant de la méduse pour aller vers quelque chose de plus évolué, le poisson, en prenant conscience que tout ça était dans une eau salée plutôt vulgaire et que l'évolution tendait à se sortir de ce principe-là pour aller à l'extérieur, si vous voulez. On a même dit que l'eau douce des lacs était plus subtile que l'eau salée, si vous voulez, de la mer, et que l'évolution tente à faire que les êtres s'émancipent de plus en plus du sol pour aller vers le ciel. Pour ça que chez l'être humain, on utilise on dit le sol, c'est les enfers, et le ciel, c'est l'évolution, si vous voulez. C'est le Dieu, hein, c'est le chemin vers lequel tend l'homme, si vous voulez. Ça nous renvoie aussi au mythe d'Icare, c'est-à-dire les gens qui veulent aller vers le ciel sans avoir les attributs, c'est-à-dire spirituels, pour s'en approcher. Parce qu'il y a l'illusion du monde matérialiste, n'oubliez pas. Or, aujourd'hui, il y a une culture qui porte le culte de la science et qui n'est qu'une illusion, si vous voulez. Pourquoi je dis ça? Le mythe d'Icare renvoie à la vanité de l'homme qui, voulant se rapprocher du ciel sans avoir fait le travail nécessaire, si vous voulez, se brûle les ailes. Vous allez voir comme la définition de méduse, de pétrification est essentielle. J'ai expliqué que les humains utilisaient dans la symbolique de leur rapport au monde, parfois le monde animal. On dit être à l'aise comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement extrait d'un rapport primitif, si vous voulez. Or, il y a un courant qui est plus prononcé dans ce rapport primitif que les autres, et qui est le courant darwinien. Ce courant est porté par la culture anglo-saxonne qui, si vous voulez, va produire le protestantisme, mais dont la base, si vous voulez, sous-jacente est le défaitisme nordique. Parce que Zeus, lui, s'émancipe de son père en refusant la pétrification. C'est une version personnelle que je donne de la mythologie grecque. Mais en comprenant les notions, vous comprenez la réalité des principes que j'énonce. Parce que dans la culture nordique, Odin ne s'émancipe pas de son père et il fait l'erreur de troquer un de ses yeux contre la science, c'est-à-dire qu'il il troque son originalité contre un artifice. Et c'est ce qui le diminue jusqu'à ce que
jusqu'à progressivement être aspiré par les forces matérialistes, que dans le Ragnarok symbolise cette lutte entre tentative d'émancipation et défaitisme matérialiste. Et Odin finit broyé par les mâchoires du loup Fenrir, qui est la symbolique du chien enragé pris dans le conflit intergénérationnel, mais comme il s'est diminué dans la sens, si vous voulez, il n'a pas les attributs pour s'en sortir correctement. Et je disais tout à l'heure que la culture anglo-saxonne, qui va travestir, si vous voulez, le positivisme gréco-romain, le christianisme dans sa version catholique et orthodoxe, par une prédation subtile de superficialité, si vous voulez. Parce que, regardez, chez les darwiniens, dans l'expression linguistique, on utilise la méduse comme une forme de poisson. Parce qu'on dit, chez les anglo-saxons, on dit jellyfish, poisson gélatine. Or, on ne fait pas la scission de découpler la méduse du poisson. Dans la mythologie grecque, la méduse pétrifie les autres. Mais si on dit, par exemple, être à l'aise comme un poisson dans l'eau et qu'on identifie la méduse comme une sorte de poisson, ça veut dire qu'on on induit la superficialité de manière subtile dans son rapport au monde, puisque j'ai dit qu'on utilisait l'observation du monde naturel pour exprimer son propre rapport au monde. Si on prend la méduse et qu'on la confond avec un poisson, ça veut dire qu'on induit la superficialité dans son courant de pensée. Or, chez les gréco-romains, chez les catholiques et chez les orthodoxes, on ne fait pas l'erreur de confondre, parce que l'histoire du principe évolutionnel, on ne fait pas l'erreur de confondre le poisson et la méduse, si vous voulez. Ça veut dire que la culture anglo-saxonne est plus superficielle de manière subtile. D'ailleurs, on ne dit pas mâle-femelle dans notre culture à nous, on trouverait ça plutôt impropre. Or, chez les anglo-saxons, on dit mâle-femelle. Il y a un rapport darwinien qui couple l'animalité et la superficialité de manière plus prononcée que dans les autres cultures. C'est là qu'on s'aperçoit que on a affaire à un phénomène de régression matérialiste quand le courant darwinien anglo-saxon protestant phagocyte les autres au profit du judaïsme, qui est la sous-jacence, on peut dire, complète d'une acceptation de la superficialité dans le rapport au monde, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre, quand on aborde la mythologie grecque, que les anciens ont introduit dans leur vision du monde l'observation ils ont utilisé ce qu'ils observaient de la nature, si vous voulez, pour le décliner dans leur rapport d'émancipation intergénérationnelle. Parce que la mythologie grecque n'aborde que la tentative d'émancipation intergénérationnelle de l'époque. Et pour exprimer ce rapport au monde, l'observation de ce qui se passe dans la nature est propice, si vous voulez. Regardez, Méduse, le monstre dans la mythologie grecque, ce n'est pas quelque chose qui est découplé à la méduse, l'animal, si vous voulez. C'est totalement en lien avec la méduse. C'est-à-dire la forme de vie primitive sans yeux, qui se contente de flotter dans l'eau et qui est pris par les courants et qui piège certains poissons. Regardez comme il faut bien comprendre de quelle manière est faite la nature. La méduse est une forme de vie moins évoluée que le poisson. Hein, elle ne se meut pas, elle est juste, en général, une méduse se meut beaucoup moins qu'un poisson, elle est moins évoluée. Elle n'a pas d'yeux, c'est de la gélatine, si vous voulez, et elle a des filaments qui piègent les poissons. Des filaments urticants. Le poisson est plus évolué, il a des yeux, il peut se mouvoir, et pourtant, une forme primitive peut piéger un poisson. C'est-à-dire que quand on utilise, si vous voulez, méduse pour caractériser la pétrification et la superficialité qui bloquent les hommes, si vous voulez, on a utilisé un phénomène naturel qu'on a décliné dans le rapport au monde des hommes. Là où il faut faire preuve de lucidité, c'est que quand on utilise la symbolique animale dans son rapport au monde, c'est qu'on n'est pas, si vous voulez, complètement émancipé d'un rapport primitif. Et vous allez voir l'importance de ces mots-là.
la méduse a des cheveux, si vous voulez, c'est des serpents, hein, donc c'est l'aspect reptilien. C'est un monstre, donc les cheveux de méduse symbolisent le chaos, le conflit, si vous voulez, l'aspect réfractaire humain. Mais pour toute personne évoluée, ça ne devrait pas... Il y a l'imagination exaltative, c'est-à-dire qu'on en fait tout un plat, on met, si vous voulez, des petits problèmes, parfois prennent des allures monstrueuses. Méduse ne représente que la superficialité, l'archaïsme, l'aspect reptilien, le chaos, si vous voulez, et puis l'aspect qui passe, si vous voulez, par la manipulation, le mensonge. Mais vous remarquez que quand on voit, même aujourd'hui, hein, l'expression par le cinéma ou ce genre de choses de la mythologie grecque, on a encore cette imagination exaltative qui en fait des tonnes sur des phénomènes tout simples, si vous voulez. Alors, la pétrification et donc la superficialité dans la mythologie grecque sont largement abordées. Il y a Méduse qui est surmontée par Persée, qui est un héros avec des attributs de Zeus, hein, quelque part, parce que si Zeus s'émancipe de Cronos, son père, en lui faisant manger une pierre, il s'émancipe de la symbolique de la pierre qui représente, si vous voulez, le matérialisme afférent au fait que les nouvelles générations doivent assumer un rôle que leur font jouer les anciennes générations. Ça s'appelle la pétrification. Il y a le mythe de la caverne où les gens creusent dans le mauvais sens. Il faut savoir que l'âme s'incarne, puis après s'agite dans l'argile la plupart du temps, c'est-à-dire dans l'imposture du monde matérialiste et dans l'illusion, si vous voulez, de l'ego. Donc, on voit que déjà la pétrification, l'histoire du rocher, de la roche, est un élément à cerner quand on parle d'émancipation intergénérationnelle et le symbolisme dans la mythologie grecque. Parce que on va parler maintenant de comment ça s'appelle, d'Andromède. Andromède est lié aussi à un problème de pétrification. C'est-à-dire que Cassiopée fait assumer ses ambitions à sa fille. Et elle a le front de se confronter aux dieux. Il faut partir du principe dans la mythologie grecque que les dieux sont parfaits, que les humains sont la plupart du temps vaniteux, et qui prennent leur vanité, si vous voulez, pour l'absolu. Or, ce qui est intéressant avec la mythologie grecque, c'est que quand les humains confondent leur imperfection avec la vérité, eh bien les dieux les remettent à leur place. Dans le symbolisme, c'est fait par contraste pour expliquer l'illusion du monde de l'argile. Andromède poursuit les ambitions de sa mère. Donc elle est prise, si vous voulez, dans le chaos de la confrontation qu'induit la prolongation de cet ego de sa mère, si vous voulez, de l'ambition de sa mère. Zeus, c'est le chef de file des dieux grecs. Il a un frère qui est Poséidon. Poséidon n'est pas n'importe quel dieu, c'est le dieu des mers. Or, l'eau, la mer, ça symbolise les courants de pensée, le ça, l'inconscient. Chez les dieux, il est maîtrisé, mais chez les humains vaniteux, c'est une mer torturée qui aspire de manière régressive les êtres qui en sont prisonniers. Si Andromède est puni par Poséidon, est condamné, si vous voulez, à être enchaîné à un rocher et à être dévoré par un monstre marin, c'est que la vanité de l'humain fait que l'inconscient, c'est comme le mythe de l'iceberg, hein, il y a ce qu'on voit à la surface, puis en dessous. Mais si chez les dieux, tout ça est maîtrisé, chez l'humain, si vous voulez, les gens qui sont pris dans l'illusion de la vanité sont aspirés par une mer chaotique et avec un aspect sous-jacent beaucoup moins parfait que ce que proposent les dieux. Et le fait qu'Andromède soit attaché à un rocher, si vous voulez, et condamné à être mangé par un monstre marin, c'est totalement la manifestation, si vous voulez, de l'ego de sa mère qui rend prisonnière Andromède, si vous voulez, d'une charge ingrate. Et on a l'attribut de Zeus qui se manifeste par un héros qui est Persée et qui lui a surmonté Méduse, c'est-à-dire qu'il l'a décapité, il a surmonté le matérialisme, la superficialité et l'imposture, si vous voulez, de l'ego froissé, narcissique et complexé. Parce qu'il faut bien comprendre que quand les gens se jettent des pierres, ils se jettent leur complexe, leur rapport au monde biaisé, par ce qu'il y a un rapport intergénérationnel biaisé. Si vous voulez, on n'a pas réussi à s'émanciper comme Zeus. On n'a que des humains hein, dans l'histoire. Donc on n'a pas la possibilité d'être parfait, quoi. Et
la pierre à laquelle, le rocher auquel est attaché Andromède symbolise la vanité, le conflit et le fait de, si vous voulez, d'être prisonnier de l'illusion du monde matérialiste. Et il y a la pensée, la lucidité émancipatrice de Zeus qui se manifeste par Persée, qui passait par là, probablement, je crois qu'il venait de décapiter Méduse, c'est-à-dire il venait de dépasser la superficialité, la pétrification, l'illusion du monde matérialiste, et en plus, chez Persée, une fois qu'il a décapité cet archaïsme et cet aspect reptilien contenu dans le principe de Méduse, il utilise cette tête pour pétrifier tous ceux qui n'ont pas été capables de ce même tour de force, si vous voulez. C'est-à-dire que la lucidité acquise par le fait de surpasser la superficialité vous permet de confondre tous ceux qui ne sont pas arrivés et qui, évidemment, dans le chaos, hein, dans le ça non maîtrisé, par compétition et par prolongation des ambitions, ne sont qu'impostures. Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Andromède n'était pas, si vous voulez, il n'y a pas de fatalité, il y a toujours possibilité de s'en sortir. Andromède est pris dans la prolongation de l'ambition de sa mère, mais par sursaut de lucidité, la mythologie grecque montre qu'il y a la possibilité de se sauver, si vous voulez, c'est-à-dire de s'externaliser de cette réalité intergénérationnelle en prenant conscience et en refusant probablement de prolonger l'imposture de la transmission intergénérationnelle biaisée. Ça ne veut pas dire que la transmission intergénérationnelle est toujours mauvaise, on peut transmettre des valeurs, mais dans le cas qui nous intéresse là, entre Cassiopée, Andromède et puis les dieux, on voit bien que c'est l'ambition et l'ego de la mère qui est remis à sa place, mais c'est pas inéluctable. Dans le sort auquel Andromède était destinée si elle poursuivait l'ambition de sa mère n'est pas quelque chose de défini, puisque les nouvelles générations ont toujours une faculté de lucidité qui pourrait les extérioriser prolongation de l'ambition des anciennes générations qui est biaisée et qui est enfermée dans l'illusion du monde matérialiste. Voilà, c'est ça que contient l'histoire d'Andromède.